commencer, Stéphane? Quand tu veux, je suis prêt. Bonjour à tous. Soyez tous les bienvenus aux Missions étrangères de Paris. Je suis le père Landry Védrenne. Je suis prêtre des Missions étrangères de Paris. J'étais missionnaire pendant 7 ans à Taïwan, où j'ai fait la connaissance du professeur Stéphane Corcuff. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence donnée par le professeur Stéphane Corcuff. Il est spécialiste en géopolitique des sociétés sinophones. Le professeur Stéphane Corcuff est maître de conférences en politique du monde chinois contemporain à l'Institut d'études politiques de Lyon. Il est chercheur au Centre d'études linguistiques, langage, corpus, société, Université Jean Moulin Lyon 3 et chercheur associé au Centre d'études sur la Chine contemporaine, antenne de Taipei, qu'il a dirigé pendant 4 ans. Taïwan est-elle une nation souveraine ? Le thème de la conférence d'aujourd'hui interroge sur le statut de l'île de Formose sur la scène internationale, dans un contexte de tensions croissantes dans le détroit de Taïwan. Par cette question, le professeur Stéphane Corcuff vous présentera le fruit de ses réflexions sur ce régime unique qui perdure en dépit d'une reconnaissance diplomatique limitée. Voilà, soyez le bienvenu, professeur Stéphane Corcuff. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour les annonces du programme, ce sera après ? D'accord, très bien. Bien. Alors, bonsoir à tout le monde. Vu la clarté du ciel, je pense qu'on peut dire déjà presque bonsoir, à mon avis. Voilà. Et avant de commencer, je voudrais tout d'abord remercier d'abord le supérieur général, le père Sénéchal, également le père Étienne Frécon, son adjoint, Marie-Caroline pour l'organisation et évidemment Landry, le père Védrenne, pour lequel je vais avoir un petit mot un peu particulier, c'est-à-dire que le père Védrenne et moi nous connaissons depuis une dizaine d'années. Et c'est un souvenir ému d'une rencontre à Taïwan, alors que tu apprenais le taïwanais. Et plusieurs rencontres après, des échanges intellectuels, notamment sur le mémoire de master que tu faisais à l'époque, sur la diplomatie vaticane, qui était déjà très prometteur. Et ce qui se passe aujourd'hui dans ta thèse est absolument merveilleux. Je pense que plusieurs d'entre nous ont eu la chance de t'entendre ici. C'est vraiment un sujet magnifique et un conférencier hors pair. Et puis, on a des petits souvenirs aussi sympathiques d'échanges de manuels de latin. Voilà, c'est assez rigolo. Voilà, il se trouve qu'il enseignait le latin à des Taïwanais. Ce qui se comprend aussi. Si, ça se comprend pour un prêtre. Sauf que son manuel, qui était le même que le mien, un jour ne lui a pas été rendu. Et que des années après, il me l'a dit comme ça, voilà, sur le ton de la conversation, j'avais le même manuel que je gardais précieusement depuis mes années de lycée, et je te l'ai offert. Voilà. Donc il y a des transits de manuels de latin entre nous, et on ne fait pas que d'échanger sur l'histoire et la politique de l'Asie. Pour les initiés, c'est le manuel de la grammaire Magnard. Pour ceux qui connaissent le latin Magnard. Vous vous rappelez tous de sa couverture, voilà. On l'a tous eu, n'est-ce pas ? Voilà. Et le gaffio, si jamais on ne te le rend pas, je l'ai aussi. Voilà. Alors, j'ai proposé comme sujet aujourd'hui une question qui me fait en fait penser, on parlait des années de lycée, un peu à une question de philo, du bac. Taïwan est-elle une nation souveraine ? Pourquoi une question de philo ? Parce qu'une nation souveraine, voilà 2 mots qu'on n'a pas l'habitude d'accoler l'un à côté de l'autre. On va plutôt parler d'État souverain. Mais une nation souveraine, évidemment, c'était un peu provocateur. Mais aussi parce que, au fond, la question sur Taïwan, qui est très compliquée à comprendre, qu'est-ce que Taïwan ? Comment est perçu Taïwan ? Vers où va Taïwan ? Quel est son rapport ou ses rapports avec la Chine ? Finalement, on verra que beaucoup de choses tournent autour de cette façon que je vous propose de résumer. Deuxième petit point d'introduction sur ce mot souverain. J'étais il y a 1 an et demi à peu près, c'était en juillet 2022, à ce qu'on appelle le Forum Kaita Golan,
qui est un forum public organisé par la présidence de la République à Taïwan sur la sécurité en Asie, et où on échange des idées sur les questions de géopolitique, et assez centré autour de Taïwan. Et le ministre des Affaires étrangères, Joseph Wu, ou Zhao Xie, recevait les convives après, dans un dîner très officiel. C'était encore dans l'époque Covid, donc nous étions sur des tables extrêmement longues, bon bref. Et il y avait un ancien ministre de la Défense australien, deux d'ailleurs, dont l'un refusait pertinemment de considérer Taïwan, la République de Chine, son nom officiel, comme un État souverain. Alors évidemment, c'est un sujet que dont j'aime bien discuter. Alors, comme il était ancien ministre et qu'il avait été concerné par des dossiers de vente d'armes et de géopolitique et de stratégie dans la zone, j'ai essayé de le titiller un petit peu en lui demandant pourquoi il considérait que la République de Chine n'était pas souveraine. Évidemment, fausse naïveté, puisque c'est toujours un débat aujourd'hui, c'est même mon sujet. Et alors, en dépit de toutes les indications que j'ai pu lui donner pour montrer que l'idée d'un régime souverain de fait, mais pas de droit, de facto, mais pas de jure, était à mes yeux une ineptie. Donc je lui ai donné plein d'arguments pour essayer de lui faire réaliser que le problème se trouve ailleurs, et peut-être plus dans le regard qu'on porte et qui change, que sur la situation juridique elle-même. Et en fin de journée, devant le ministre, dans ce dîner, il était d'ailleurs assis à côté de moi, et il a pris la parole, chacun devait se présenter, dire quelque chose, et il dit au ministre des Affaires étrangères de la République de Chine à Taïwan devant lui, en anglais, aussi abruptement que votre régime a tout de la souveraineté, mais n'est pas souverain. Qu'est-ce que c'est que ce régime ? Alors j'ai eu envie de lui dire, bon, le dernier argument que j'ai envie de vous donner, c'est qui vous a donné un visa sur votre passeport ? Bon, en l'occurrence, c'est un ministre, il a dû avoir un visa de courtoisie, je suppose, mais peut-être pas un visa comme nous. Mais en tout cas, certainement un laissez-passer, un sauf-conduit ou un visa délivré par une autorité souveraine. Alors, c'est une question assez compliquée, puisqu'un ministre de la Défense peut ne pas savoir clairement comment définir ou non le fait que cet État serait ou ne serait pas souverain. Alors, je reconnais, les choses sont véritablement en débat. Alors, je vais essayer d'évoquer cette question aujourd'hui, mais comme vous l'avez vu à travers le titre, plutôt sous l'angle de Taïwan, la nation taïwanaise est-elle souveraine ? Et je m'expliquerai sur ce choix. Alors, je vais procéder en 3 temps. Dans un premier temps, je vais vous donner, j'espère ne pas être trop long, une sorte de cadre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens parmi nous qui sont allés à Taïwan. Père Rollin, combien d'années, je ne sais pas, beaucoup, 20 ans, 30 ans, 50, voilà. Beaucoup d'entre vous, si vous êtes là, s'intéressent à Taïwan. Je ne sais pas quel est votre stock de connaissances sur le sujet, donc je vais devoir donner des éléments qui, pour certains, seront peut-être très connus. Je m'en excuse par avance. Et là, je ferai un petit panorama sur le plan institutionnel, historique et sociétal, en donnant quelques idées. Voilà. Histoire de montrer la complexité de la situation qui va nous amener sur la deuxième partie, les questionnements, c'est-à-dire État souverain, nation souveraine, et en ligne de mire, la question que je vais soulever, les Taïwanais sont-ils un peuple ? Aborder cette question compliquée. Et puis en conclusion, je reviendrai sur mes 3 notions, l'État, la nation, le peuple, pour essayer de tirer un petit peu ça au clair. Voilà. Alors, si vous avez une question en cours qu'il faut éclaircir, un mot que vous ne comprenez pas ou que j'ai mal prononcé, n'hésitez pas. Alors, je vais commencer avec la question des institutions, le panorama institutionnel. Je ne vais pas vous faire l'histoire de la République de Chine. Disons que le régime officiel du gouvernement de Taipei aujourd'hui, c'est donc la République de Chine, Zhonghua Minguo, qui a été fondée en 1912 à Nankin, qui a subi de grandes vicissitudes historiques sur le continent jusqu'en 1949, mais qui, si l'on admet qu'il y a une continuité juridique indéniable entre l'époque continentale et l'époque insulaire,
avec le transfert des institutions à Taipei le 7 décembre 1949, alors cette république malmenée sur le continent dispose en revanche à Taïwan d'une remarquable continuité juridique. Pour faire simple, sur le continent, il y a eu des gouvernements concurrents et surtout un territoire qui a beaucoup varié dans non pas le territoire national officiel, mais celui effectivement contrôlé par le gouvernement de Nankin. Alors, la question de la souveraineté, qui va m'intéresser ici avant tout, c'est une question qui est souvent très mal comprise, avec un résumé fait par beaucoup, qui, à mon avis, est une façon de se dispenser de réfléchir à la question, qui est de dire que la République de Chine ou Taïwan est un régime souverain de fait, mais pas de droit. Donc, selon l'expression latine, vous la connaissez, je viens de la rappeler, de facto, mais pas de jure. Alors, premier problème, l'existence d'une souveraineté de fait qui se contenterait d'être de fait et qui ne serait pas de droit me paraît déjà quelque chose de suspicieux sur un plan intellectuel. La souveraineté, c'est quelque chose qui peut se définir juridiquement. Il y a différentes définitions à travers l'histoire. À partir du moment où on peut la définir juridiquement, elle existe ou pas, point barre, juridiquement. Donc, s'il n'y a pas de souveraineté de droit, on peut raisonnablement penser qu'il n'y a tout simplement pas de souveraineté de fait. Voilà pour dire l'idée que c'est sans doute une façon un petit peu commode de classer le dossier. Alors cette question de la souveraineté, elle est parente ou germaine d'une question d'identité nationale et de reconnaissance. Ce sera le fil directeur aujourd'hui. La question institutionnelle, en fait, pour Taïwan, c'est la souveraineté du régime, est-elle établie? Quelle est l'identité de ce régime? Et j'ai envie de dire, pas seulement l'identité constitutionnelle, quel type de régime, mais son identité nationale. Et puis, quelle est sa capacité à agir en relations internationales, c'est-à-dire la question de sa reconnaissance. Je parlerai d'autres choses, la société, l'histoire, les langues, mais c'est surtout ces trois points qui vont m'intéresser. Alors, on a souvent coutume de dire que la République de Chine, en fait, n'existe pas ou n'existe plus, soit parce qu'on penche du côté de l'argumentaire de Pékin, qui a déclaré en 1949 que la République de Chine a cessé d'exister à partir du moment où, ipso facto, à partir du moment où la République populaire a été proclamée le 1er octobre à Pékin. Et d'ailleurs, le régime communiste a même créé une pierre tombale à Nankin, pierre tombale qui marque Zhonghua Minguo, République de Chine, 1912-1949. Quand on en vient à ce degré de matérialité des symboles, c'est qu'on a quelque chose à prouver ou à affirmer. Et donc probablement, comme souvent en Chine, si on affirme que la République de Chine est morte et qu'on le dit tous les 4 matins, comme dit la chanson, il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Alors, dire que la République de Chine est morte en 1949, tout le monde le sait, c'est un argument qui est très utile pour Pékin, à condition de ne pas trop le développer juridiquement, parce que rapidement, la Chine risque de se prendre le pied dans le tapis. Alors cette question de la souveraineté du régime qui se serait arrêté en 1949, elle a déjà plusieurs contestations juridiques assez faciles. Le premier, c'est que la République a transporté ses institutions à Taipei et avec elles toutes les ambassades des pays, rares à l'époque, qui n'avaient pas reconnu immédiatement la République populaire. Et au nombre desquels on comptait l'Union soviétique, les démocraties populaires, la Grande-Bretagne, pour des raisons liées au statut de Hong Kong, et un ou deux pays du nord de l'Europe. Le reste des pays, continuant à reconnaître la République de Chine, désormais réduite de fait à Taïwan, ont envoyé leur ambassade à Taipei depuis Nankin. Alors, il y a des cas particuliers intéressants, dont celui de la France. Peu de gens le savent, mais en fait, la 4e République et la 5e, jusqu'à la reconnaissance de Pékin par De Gaulle en 1964, n'ont jamais envoyé d'ambassadeur de France à Taipei.
on a toujours eu des chargés d'affaires ad interim. Très intéressant et significatif. Comment je l'ai su? À vrai dire, personne ne me l'a dit. J'ai juste un jour trouvé un vieux bottin diplomatique qui datait de 64. J'ai regardé la liste des ambassadeurs et puis évidemment, j'en ai trouvé aucun, puisque c'était tous des chargés d'affaires ad interim, ce qui indiquait sans doute déjà soit une position du gouvernement français qui ne voulait pas trancher sur la survivance juridique du régime de la République après 1949, soit de ne pas trancher idéologiquement et de continuer en attendant à reconnaître le régime, car la reconnaissance de Pékin était une chose assez délicate. Et d'ailleurs, quand De Gaulle l'a faite en 1964, c'était sans l'avis des Américains, qui ont été furieux de sa décision unilatérale. Et c'était, voilà, un geste gaullien par excellence. Alors, j'ai souvent réponse à cet argument. Non, je vais donner ma réponse un petit peu plus tard. Un autre type d'argument qu'on avance est que la République de Chine ou Taïwan n'est pas présente à l'ONU. Alors, elle l'a été jusqu'en 1971, elle est même membre fondateur. Et au fond, c'est grâce à l'engagement de la République de Chine dans la guerre du Pacifique que la Chine a pu obtenir un siège de membre permanent au Conseil de sécurité, grâce à la République. Et la présence à l'ONU n'a jamais été un critère sine qua non d'existence internationale en termes de souveraineté. L'exemple classique, c'est celui de la Suisse, qui n'a pas été membre de l'ONU pendant des décennies et qui n'a jamais été considérée pour autant comme non existante sur un plan international. Il y a d'autres critères qui sont aussi avancés, et notamment le 4e critère qui a été décidé en 1933 par la Convention de Montevideo et qui stipule que pour être un gouvernement souverain, c'est la souveraineté dite interne, il faut avoir un gouvernement, un territoire et une population et une capacité à entrer en relations internationales sur un plan diplomatique. Et on cite souvent le fait que Taïwan n'est pas reconnu dans la société internationale et que donc c'est un signe de sa non-existence. Si cet argument d'une souveraineté positive, qui ne serait plus déclarative mais appréciative, déclarative c'est j'ai un gouvernement, une population, un territoire, et qui serait appréciatif, c'est-à-dire les autres pays considèrent que je suis existant, donc ils entrent en relation avec moi, si c'était vrai, si c'était véritablement une condition inattaquable, alors même cette condition, Taïwan la rencontrerait. Anglicisme, pardonnez-moi, aurait cette condition, remplirait cette condition. Parce que, même s'il n'y a plus que 13 États aujourd'hui qui reconnaissent la République de Chine comme partenaire diplomatique, il y en a déjà 13, donc il n'y en a pas 0. Et même si l'argument, même si Taïwan un jour n'en avait plus, la question se pose de savoir qu'est-ce qui aurait changé juridiquement à Taïwan entre le moment où nous reconnaissions ce régime et la période actuelle où nous ne le reconnaissons plus. Si on prend l'exemple de la France, par exemple, en 1964, on a changé de reconnaissance diplomatique pour Pékin. Mais la France n'a jamais, en tout cas à l'époque, déclaré que la République de Chine avait cessé d'exister. La seule chose que nous avons faite, c'est en janvier 1994, lors du communiqué conjoint Paris-Pékin, de reconnaître ce que peu d'États ont fait et qui n'était pas tout à fait glorieux pour notre pays, que la République populaire de Chine était souveraine sur l'île de Taïwan, ce que jamais le général de Gaulle n'avait fait. Mais ce qui s'est passé pour la France avant 64 et après 64, c'est que notre regard diplomatique a changé. Nos choix diplomatiques ont changé. Nos engagements diplomatiques ont changé. Mais ça n'est pas la réalité juridique sur le terrain qui a changé, c'est notre regard. S'il y a quelque chose qui a changé à Taïwan juridiquement entre 1964 et aujourd'hui, c'est la démocratisation. Et ça n'est pas parce que la France aurait cessé de reconnaître la République de Chine que, ipso facto, elle n'existerait plus. Ça n'a aucun sens. Donc dès qu'on creuse cet argument, ça n'a pas vraiment de sens. Et si la faible reconnaissance de la République de Chine aujourd'hui dans le monde était le synonyme de sa non-existence en termes de souveraineté, alors que dirait-on de la République populaire de Chine avant 64 et 71, quand elle avait assez peu d'États
dans le monde, surtout dans les premières décennies, qui la reconnaissaient, parce qu'elle était au banc des nations pour des raisons idéologiques, mais aussi de son agression des forces en Corée et de l'invasion du Tibet, immédiatement après sa fondation. Donc vous voyez que quand on creuse cet argument, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que, comme souvent, hélas, les raisonnements juridiques sont des raisonnements qui viennent ex post justifier un rapport de force, une idéologie ou une intention. Et que là, l'idée que la République de Chine n'existe plus en termes de souveraineté ne résiste pas longtemps à l'analyse. Je donne un dernier exemple, et c'est la réponse que je donne souvent quand on m'oppose ces arguments, c'est que de 1949, date à laquelle le gouvernement se replie à Taipei, jusqu'en 1971, 31 octobre, la résolution 2758 de l'Assemblée générale des Nations unies, qui va expulser les représentants de Chiang Kai-shek pour réinstaurer la Chine populaire dans ses droits légitimes. Si j'avais le temps, je reviendrai sur tous ces mots qui ne correspondent pas à l'état du droit à ce moment-là, qui sont véritablement un rapport de force diplomatique traduit dans des mots juridiques qui ne correspondent pas à la réalité. Eh bien, pendant cette période où la République de Chine est censée avoir disparu, certes, la République populaire de Chine a réussi, avant d'entrer, à faire voter une résolution qui emploie ces mots, réinstaurer la République populaire dans ses droits légitimes. Elle n'existait pas en 1945. Vous voyez déjà un problème de cette phrase. Mais pour autant, le secrétariat général des Nations unies n'a jamais, en 1971, ni après, décidé que tous les traités internationaux signés par la République de Chine entre 1949 et 1971 et qui ont été enregistrés dans la collection des traités valides des Nations unies ne seraient plus valides. En clair, si les traités en question ont toujours une raison d'être valides parce qu'ils n'ont pas été abrogés ou que leur raison d'être n'existe plus, eh bien, ils sont toujours valides. Donc ce serait quand même assez cocasse de garder à l'ONU des traités internationaux valides tout en déclarant que la République de Chine n'était plus souveraine à ce moment-là. Bref, je pourrais ratiociner longtemps là-dessus, mais c'est évidemment un petit peu... voilà, un petit peu, je pense que c'est clair pour vous. La question est beaucoup plus complexe qu'on ne veut bien le dire. Alors, les deux points suivants, j'irai beaucoup plus vite. La question institutionnelle à Taïwan se décline, je vous le disais aussi, avec la question de l'identité nationale et celle de la reconnaissance diplomatique. La question de l'identité nationale, pour le dire en deux phrases très simplement, on a, et je pense que tout le monde ici le sait, un régime républicain chinois qui a renversé l'Empire, qui a combattu les seigneurs de la guerre, qui a tenté de créer une Chine moderne, qui a tenté d'imposer une langue nouvelle, le mandarin, qui a été créé en 1913, enfin on va revenir là-dessus si vous voulez, qui est une révolution comme on n'a jamais connue dans l'histoire, c'est-à-dire une langue nouvelle imposée à 700 millions d'habitants, et non pas par un colonisateur impérial sur une petite vallée ou une province récupérée. Donc ce projet démocratique est une véritable révolution, et ce même régime qui a modernisé la Chine et essayé de créer un nationalisme chinois moderne se retrouve celui-là même qui perd la Chine, qui l'a réunifiée, qui l'a porté à l'ONU, etc. Et cet immense gouvernement corrompu, mais aussi modernisateur, qui mélangeait des éléments de démocratie et de fascisme de manière très intéressante, se retrouve replié à Taïwan, avec ses ambassades, sa banque centrale, les trésors les plus magnifiques du Musée national du Palais, 900 000 continentaux. On dit souvent 2 millions, je ne vais pas trop détailler, mais c'est complètement faux, c'est un chiffre de propagande, j'en ai parlé dans plein d'écrits, mais ce chiffre continue à circuler. 900 000 continentaux qui arrivent à Taïwan, pour 6 millions d'habitants à Taïwan à l'époque, et qui va instaurer une dictature. Alors ces dictatures, on a l'impression que Chiang Kai-shek était un dictateur né. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. À vrai dire, Chiang Kai-shek, semble-t-il, ne comprenait à peu près rien à la démocratie. Mais il était sincèrement animé de l'objectif de son mentor, le fondateur de la République, Sun Yat-sen,
de donner à la Chine une démocratie aux couleurs de la Chine après une période de tutelle politique, le temps de réformer tout ça, et tutelle politique évidemment aux mains du parti qu'il dirigeait, le Kuomintang. Sauf qu'arrivé à Taïwan en 1949, un an après la tenue des élections générales, législatives et de l'Assemblée nationale, plus pour ceux qui aiment les détails, il y avait 3 chambres à Taïwan, l'Assemblée du Yuan de contrôle. L'année suivante, le gouvernement arrive à Taïwan. Qu'est-ce qu'on va faire à la fin du mandat des représentants? On ne peut plus les élire sur le continent. Donc, plutôt que de réduire le corps électoral à l'île de Taïwan, ce qui, avec le temps passant, aurait conduit le gouvernement à reconnaître une forme de localisation, voire son exil définitif, alors Chiang Kai-shek a décidé de proroger éternellement les mandats des parlementaires élus en 1948, à savoir qu'en 1992, quand enfin on a aboli ces chambres, un certain nombre étaient morts et plusieurs arrivaient pour les sessions sur leur chaise roulante avec leur goutte à goutte et leur infirmière qui les amenait en séance. Et donc ceux qui mouraient avant 1992, on les remplaçait avec un électorat qui était tiré dans ces 900 000 continentaux dont je vous parle, parmi ceux qui venaient des provinces dont étaient élus les représentants. Bref, une façon de maintenir une fiction juridique. Et c'est ça, en fait, qui a justifié la dictature. Cette dictature, pourquoi? C'est ça qui l'a justifiée. Parce qu'il a fallu interrompre le fonctionnement normal de la Constitution par des dispositions temporaires qui ont temporairement, mais ça a duré quand même 50 ans, 48 ans, qui ont temporairement changé la nature du régime qui était présidentiel, donc tout à fait démocratique, en régime suspendu où le président peut se faire réélire, se représenter. Et évidemment, Chiang Kai-shek a été président jusqu'à sa mort. Voilà une autre façon de présenter pourquoi Taïwan, sous Chiang Kai-shek, est devenue une dictature. C'est moins par appétence pour la dictature que d'une sorte d'impossibilité de faire fonctionner la démocratie qui, si elle avait fonctionné au titre de la Constitution, aurait inévitablement, très rapidement, donné le pouvoir aux indépendantistes. D'accord ? Voilà. Et puis, il faut le dire, les indépendantistes arrivant au pouvoir, c'était la mort de la République de Chine, cette fois pour de bon. Et donc, cette angoisse existentielle pour le régime justifiait pleinement à ses yeux le fait que la dictature était instaurée de manière temporaire, sauf que ça a duré longtemps, puisque le régime continental ne s'est jamais effondré. Voilà. Donc la souveraineté, l'identité nationale qui a changé, parce qu'avec la démocratisation, elle s'est taïwanisée, cette république, et la question de la reconnaissance, sont 3 questions qui sont des questions juridiques, des questions philosophico-politiques, la nation, et des questions de droit international et de géopolitique, la reconnaissance. Alors, comme j'ai déjà parlé longtemps, 27 minutes, j'avais tellement de choses à dire. Je vais résumer les points d'histoire et de société en disant 2 petites choses. Voilà, Taïwan, j'ai longtemps, dans mes travaux, dit que voilà, dans les années 80, 90, elle expérimentait un processus de spécification identitaire qui la distanciait de la Chine. On est tous à peu près d'accord là-dessus. Sauf qu'en fait, je m'intéresse aussi beaucoup depuis longtemps à l'histoire plus ancienne de Taïwan, à partir notamment du XVIIe siècle. Et j'ai reformulé cet argument il y a quelques mois en disant, en fait, ce n'est pas une spécification identitaire de Taïwan qui va la distancier de la Chine à partir de la démocratisation de Taïwan, etc. Ce n'est pas ça. C'est qu'à partir des années 80-90, Taïwan va recouvrir une indépendance. Alors, Taïwan est indépendant de la Chine depuis 1949, mais va retrouver une maîtrise de son destin qui est mise entre parenthèses avec l'arrivée des Chinois en 1661 et des Mandchous en 1683. Ce qu'il faut bien voir, c'est que avant le XVIIe siècle, Taïwan ne fait pas partie de l'histoire de la Chine. Voilà. Ensuite, il y a des bifurcations historiques qui viennent en fait d'un cataclysme géopolitique qui est l'invasion de l'empire des Ming par les Mandchous
à partir de 1644, qui se termine en 1661. Taïwan sera un dommage collatéral. Mais avant ça, Taïwan entretient des liens de multiples façons. Il n'y a pas d'État constitué, mais l'histoire de Taïwan, pour peu qu'on puisse l'écrire en l'absence d'écriture à l'époque des populations aborigènes, ne fait pas partie de l'histoire de la Chine. D'ailleurs, il y a un phénomène d'ignorance de la Chine sur Taïwan qui est beaucoup plus long et donc qui arrive beaucoup plus tard dans l'histoire que, par exemple, l'archipel des Pingru, qui est dans le détroit de Taïwan, ou le royaume des Ryukyu, tout petit à côté de l'île de Taïwan, qui est un petit peu au-dessus, et même des Philippines, au sud du détroit de Bashi. Voilà pour l'histoire. Ensuite, les Chinois arrivent, les Mandchous, puis les Japonais, la République, Chiang Kai-shek, le centre se délocalise à Taïwan, et tout cela entre dans un processus de spécification identitaire, de restauration d'une identité taïwanaise ou de réinvention d'une identité taïwanaise, donc avec la question de la souveraineté et de la reconnaissance, de la question géopolitique qu'il y a derrière. Vous pouvez imaginer que la question de l'identité nationale est complexe. La République de Chine étant de fait, mais pas de droit, une république de Taïwan aujourd'hui. Alors souvent on me pose la question, pourquoi la République de Chine n'a-t-elle pas changé son nom? C'est qu'en fait, les conséquences seraient énormes en termes de message géopolitique, de conséquences dans le détroit de Taïwan, et puis de conséquences sur tout l'ordre des symboles politiques qu'il faudrait du coup réaligner, même si pour la plupart ils sont réalignés de fait, mais il faudrait changer l'hymne national, le drapeau, etc. Voilà. Pour ce qui est de la société, finalement, la pluralité de la société taïwanaise, c'est la résultante de tout cela. Et le résultat est très complexe. Un seul exemple là-dessus, la question linguistique. Le chinois mandarin inventé en 1913 à la conférence d'unification des tons à Pékin, je dois, et je le résume très mal, tout cela à mon collègue Johan Goudin, et qui, par un décret de 1932 de Chiang Kai-shek, un décret qui va décider que ce nouveau mandarin aura la prononciation du dialecte de Pékin. Cette langue est déjà nouvelle en Chine. Alors vous imaginez Taïwan en 1949. Personne ne la parle. Les gens parlent pour certains et évidemment japonais. Il va falloir transiter du japonais au Minnan, parce que les gens ne parlent pas mandarin de Pékin. Et puis, une fois que le gouvernement aura bien tenu les choses, passer du Minnan au mandarin et jusqu'à l'éradication du Minnan des discours officiels de la télé, de la radio. Voilà, donc sur le plan linguistique, on a 57,3% des gens qui parlent Minnan, on va dire naturellement. En plus, ils parlent mandarin, c'est la langue nationale. 18% qui parlent naturellement la langue Hakka, ou les langues Hakka. Et on a 19 à 20% qui ne parlent que le mandarin, c'est-à-dire qui ne sont pas taïwanais de souche, on va dire, et qui sont issus de ces populations continentales. Voilà. Mais le mandarin est la langue nationale. Alors, on a donc une variété ethno-culturelle et linguistique que, évidemment, la démocratisation politise. Parce que quand on doit élire des représentants et qu'on a en toile de fond la question de la souveraineté, de la paix dans le détroit, de l'identité nationale, de la reconnaissance, du soutien ou non des États-Unis, des ventes d'armes, etc., et qu'on a, comme dans toute bonne démocratie qui se respecte, des candidats qui vont forcir le trait, ou bien, en tout cas, le jeu démocratique dans une élection, c'est de montrer sa différence pour se faire élire. Et souvent, les différences sont exagérées. Et donc, quand la question identitaire a surgi dans le débat public, et cette fois de manière officielle et non pas réprimée par la dictature, c'est-à-dire en gros en 94-95, quand elle a vraiment explosé dans la rue, eh bien, évidemment, ça a été très vite, avec des accents dramatiques, puisque c'était récupéré électoralement par l'opposition du Kuomintang au pouvoir alors, et puis les fractions du Kuomintang qui s'en étaient échappées parce qu'elles trouvaient que le Kuomintang était trop taïwanisé et que la République de Chine de Papa et de Chiang Kai-shek, elle était sacrifiée. Donc ça a été homérique, mais jamais avec de la violence physique, une tentative d'assassinat quand même du président Chen Shui-bian en 2004,
Mais à part ça, une transition globalement pacifique. Alors maintenant, je passe à ma dernière partie, les questionnements. J'ai parlé 30 minutes. Ça va, j'ai encore un petit peu de temps? Oui, je ne veux pas abuser. Hein. Alors ma question, c'était, je vous l'ai rappelé, hein, Taïwan est... En théorie, on parle plutôt d'un État souverain ou pas. On ne parle pas de nation souveraine. La nation, c'est une autre dimension. L'État, c'est une structure juridique, identifiable, dont on peut facilement décrire l'histoire, les symboles, le fonctionnement juridique, alors que la nation, c'est bien autre chose. Il en existe d'ailleurs beaucoup de définitions, et je ne vais pas les donner ici, mais j'en donnerai une qui m'est propre, très simple, beaucoup trop simple, mais qui peut fonctionner ici. La nation, c'est le fait de vouloir vivre ensemble. Pour un peuple, évidemment. Ça ne s'applique pas à un couple, ou etc. Vous avez compris. Mais j'insiste sur la volonté de vivre ensemble parce que ça va déterminer une volonté de converger et de débattre. Et c'est caractéristique de Taïwan aujourd'hui. Alors, j'ai l'impression que dire une nation souveraine, c'est pas un oxymore, c'est deux termes un peu contradictoires. Mais peut-être pas tant que ça, en fait. Vous allez voir mon raisonnement. Le raisonnement que je vais vous proposer maintenant, c'est d'essayer de montrer qu'un État souverain, pour moi, il n'y a aucun doute sur un plan juridique, mais j'admets qu'il y ait débat et d'autres interprétations juridiques. Une nation souveraine, ça se voulait provocateur de réflexion, mais un peuple souverain, je pense que la question se pose et ça nous ramène au fondement de notre théorie de la représentation populaire, que Taïwan applique très bien. Alors, si l'État souverain est, à mon avis, indubitablement souverain, est contesté comme tel par différents discours, et que on ne peut pas véritablement parler de souveraineté d'une nation, mais c'est juste une spécification des mots, peut-on parler, du coup, d'un peuple taïwanais? Là, c'est comme la nation. Les définitions du peuple sont nombreuses, mais vous conviendrez que dans le peuple, il y a une idée de volonté de se donner un destin commun. Il n'y a pas que ça, je vais proposer plein de critères à l'analyse. En tout cas, un peuple serait celui qui prend son destin en main pour constituer ou se donner une subjectivité propre, d'accord, différente de celle des autres, et une subjectivité qui va être construite, hein, elle n'est jamais donnée, par-delà les différences internes de ce peuple ou de ceux qui prétendent devoir devenir un peuple, disparités culturelles, linguistiques, etc. Et également en dépit des aléas extérieurs. Un peuple peut vouloir se constituer comme peuple contre la volonté d'un autre peuple, par exemple un empire, qui va intégrer ce peuple au sein de son empire multiethnique. C'est typiquement le cas du mouvement des nationalités, le printemps des peuples en Europe orientale en 1848, cette libération de toutes ces nationalités qui étaient sous le joug de l'Empire ottoman et de l'Empire austro-hongrois. Et cette libération d'un empire multiethnique, c'est exactement ce que fait Taïwan par rapport à l'empire chinois au temps long, c'est-à-dire pas seulement l'empire des Ming, qui n'a pas inclus Taïwan, contrairement à ce que dit les textes, la propagande chinoise, des Mandchous, qui eux ont intégré Taïwan, mais à l'empire mandchou, et de la République populaire de Chine, qui, grosso modo, a à peu près 80% à vue d'œil des frontières de l'empire mandchou, qui ne sont pas les frontières de l'empire chinois. D'accord ? Je reviendrai là-dessus, c'est vraiment un point cardinal pour moi. Donc pour moi, la République populaire est un empire multiethnique qui tente de passer un État-nation par des moyens pas toujours très glorieux, hein, notamment l'envoi massif de Chinois Han dans les pays comme le Tibet, que les Mandchous n'ont jamais intégré à leur empire, hein, voilà, et les Chinois encore moins, et qui sont désormais minoritaires dans leur pays. Voilà. Du coup, c'est exactement ce qui se passe en fait pour Taïwan, sauf que c'est une île et non pas une région d'Europe centrale, et qu'il parle aujourd'hui
la même langue que ceux dont ils essayent de quitter, dont ils essaient de rejeter la tutelle, la Chine populaire. Mais comme vous le savez, cette langue commune est assez récente. Par contre, le modèle culturel, lui, n'est pas si récent et la matrice culturelle chinoise à Taïwan est indéniable. Mais ce n'est ni la première, ni la seule, ni nécessairement la plus efficiente. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une matrice culturelle chinoise à part des questions religieuses, l'usage des caractères chinois, mais l'identité de la Chine telle que l'a promue à Taïwan Chiang Kai-shek était une identité composite, recréée, modernisée, tout comme évidemment celle de la République populaire pour la Chine continentale aujourd'hui. Alors, si on peut supposer, et je terminerai avec ce point, que les Taïwanais en tant que population insulaire ont peut-être pris le chemin de ces nationalités d'Europe centrale de secouer un joug impérial pour promulguer un État et pour se donner une nation propre. Les nations d'Europe centrale, comme les nôtres, ont été créées par des intellectuels, des artistes, des écrivains, sur un fond culturel existant. On n'a pas des identités nationales comme ça, c'est comme chez nous, hein, bien sûr. Du coup, c'est un processus, comme toutes les identités, elles sont processuelles et relatives. Alors, si les Taïwanais sont engagés là-dedans, ne peut-on pas envisager quelques autres critères pour voir si oui ou non les Taïwanais sont ou pas engagés dans un processus de création d'un peuple? Alors, comme j'ai déjà beaucoup parlé, je vais lister déjà tous ces termes, toutes ces questions qu'on pourrait étudier, hein, pour voir si oui ou non les Taïwanais peuvent faire peuple. Leurs identifications ethnoculturelles, ça, je vais donner des détails. L'existence ou non chez eux, et à quelle proportion de partage dans la société, d'un sentiment de communauté de destin. Ça a été formulé clairement dans les années 90, mais par celui qui créait la nation taïwanaise, Lee Teng-hui. Encore faut-il arriver à montrer que cette idée qu'il a eue, qui est beaucoup partagée en fait, est véritablement partagée par tous, ou par une majorité écrasante. Troisième critère qu'on peut évoquer, les Taïwanais ont-ils des valeurs partagées sur un plan politique? Là, on a des études qui existent sur des macro-études internationales faites par les États-Unis, et on voit que, c'est pas ce qu'il y a au tableau, hein, que les Taïwanais sont de manière écrasante ralliés à la démocratie. C'est pas rien, il y a 30 ans, c'était une dictature. Et très rares aujourd'hui sont ceux à Taïwan, j'en ai entendu un une fois, qui nous disent, alors lui me disait, nous les Chinois, à Taïwan, nous les Chinois, on n'a pas besoin de démocratie, ça ne nous intéresse pas, ce dont on a besoin, c'est un maître qui nous dirige. C'était assumé, bon voilà. C'est très rare d'entendre ça aujourd'hui à Taïwan, ce serait un peu plus commun en Chine, mais je ne fais pas là une critique, c'est qu'on n'a pas en Chine aujourd'hui un enseignement, une socialisation politique qui permettent aux individus de penser la valeur démocratie. Quatrième point qu'on pourrait étudier, une évolution vers un consensus. Et là, on va se rapprocher de nos statistiques. Cinquième point, Taïwan, sur un plan culturel, linguistique ou culturel, a-t-il ou a-t-elle des différences par rapport aux pays proches comme la Chine ou le Japon, sachant que Taïwan est un peu un bébé illégitime de la Chine et du Japon, des différences qui sont suffisamment marquées pour justifier que dans ce continuum qu'est la société humaine dans son ensemble, et pas avec des fractures de culture qui sont insurmontables. Moi, je vois ça plutôt comme un continuum de différences. Voilà. Donc, dans ce continuum de différences qui circulent d'un pays à l'autre et d'une culture à l'autre, est-ce qu'il y a un moment où on peut mettre un curseur qui va dire que, et sur quel sujet, Taïwan est suffisamment différent de la Chine ou du Japon, qui sont les deux pays qui l'ont le plus influencé à part les cultures autochtones, pour dire qu'il y a une société distincte. Clairement, il y a une société. Mais si on peut dire qu'il y a une société distincte, qu'elle est insulaire, qu'elle a pris en main son destin, qu'elle a des identifications particulières, qu'elle a des valeurs partagées qui sont en l'occurrence très partagées et très différentes du pays d'en face, et que tout cela va vers un consensus,
vous comprenez qu'on peut raisonnablement commencer à se poser la question de savoir s'il existe ou non un peuple taïwanais. Je rajoute très rapidement 3 idées. Les Taïwanais se sentent exposés à un danger mortel qui est l'irrédentisme chinois et l'édification d'un outil militaire à même de récupérer cette île, c'est-à-dire concrètement en termes de l'annexer, hein, si les Américains sont empêchés d'y accéder ou qu'ils abandonnent la défense de Taïwan, question qui est extrêmement violente aujourd'hui, avec la possibilité d'un retour au pouvoir de M. Trump. Très clair avec Joseph Biden. Autre point aussi, Taïwan, c'est une île. J'espère ne pas être trop long, mais je touche à beaucoup de sujets. Je vais en dire un tout petit mot. L'insularité. J'ai fait avec un certain nombre de mes collègues et co-dirigé avec Jérôme Soldani à l'Université de Provence un livre qui traîne, bon, c'est de ma faute, mais qui est énorme sur la question de l'insularité à Taïwan. Notre point de départ, c'est que l'insularité, c'est un construit et pas une donnée. Si vous ôtez les mers d'une carte bathymétrique, vous voyez l'écorce terrestre en continu, et ce qui émerge de la mer et qui fait une insularité disparaît. C'est une manière de poser la question qui est de dire, bon, finalement, une île, c'est le pourtour émergé à ce moment de l'histoire, de la fonte des glaces, etc. Mais surtout, ça c'est un peu provocateur de dire ça, surtout ce qui est intéressant, c'est que l'insularité, c'est un construit social. On vit ou pas un état d'insulaire. À Taïwan, tout le monde sait qu'on est sur une île, bien sûr, mais personne n'y pense dans la journée. Si ce n'est quand on est un pêcheur, un marin pêcheur, qu'on habite face à la mer et qu'on voit le coucher de soleil ou le lever du soleil. Sinon, on est à Taipei, on peut voir des mouettes. Non, il n'y a pas de mouettes à Taïwan. On peut entendre la mer, on peut savoir qu'elle est là, la sentir, manger des fruits de mer en permanence et ne pas penser de la journée entière qu'on est sur une île. On le sait, on n'a pas besoin d'y penser. Par contre, l'insularité se construit dans des œuvres littéraires, dans des formes d'expression artistique. Et, je cite ça dans ma thèse, ça fait déjà 20 ans, quand j'étudie les continentaux qui postulent, alors qu'ils sont nés à Taïwan et grandis à Taïwan, que leur pays c'est la Chine, dont Taïwan fait partie, et qui me disent « Ah, je pars en vacances demain, tu vas où ? Je vais en Thaïlande. » Comment ils disent « Je pars en vacances ?»« Wo chu guo » Je quitte le pays. Je ne l'invente pas, hein. Ou alors, Thaïlande, j'aurais pas dû dire cet exemple. Je vais à Xiamen ou à Pékin ou à Shanghai, ou au Chuguo. Donc ils vont de l'autre côté et ils disent je quitte le pays. Donc en fait, à leur insu, cette insularité joue. Et finalement, même si dans les années 90, les continentaux de Taïwan étaient extrêmement mal à l'aise, malheureux, j'ai fait ma thèse sur cette question, avec ce changement identitaire, c'est par la crise qu'ils se sont taïwanisés. Et une crise vraiment violente pour eux. Et qui n'était pas dénuée d'un mépris extraordinaire pour beaucoup, voire pour les plus extrêmes d'entre eux, d'un appel à l'invasion. Une de mes étudiantes que j'avais à l'époque, je lui enseignais le français, elle, très jolie fille, très sûre d'elle, et sur les marches de la Bibliothèque nationale, je posais ces questions, elle me dit « Les Chinois communistes peuvent venir nous casser la figure, attaquer Taïwan, moi je les accueille à bras ouverts. » Bon. Et puis, le tout dernier point, dans cette idée que peut-être un peuple taïwan émerge, je reste précautionneux, pour moi c'est une évidence, hein, mais je le formule sous forme de question, c'est que en fait, ces dernières années, Taïwan émerge ou réémerge comme un sujet d'actualité. Alors évidemment, c'est lié aux actions militaires de la Chine, à la question du Covid, etc. Mais on sent que Taïwan, en tant que frontière des valeurs occidentales, est un pivot et qu'il y a plusieurs endroits frontières, l'Ukraine en est un, hein, des frontières des valeurs occidentales, enfin des valeurs sur le marché international des valeurs, et que Taïwan en est une parce que face à Taïwan, qui est indubitablement démocratique, le Economist Intelligence Unit classait Taïwan en 8e position en 2022 dans les démocraties les plus fonctionnelles du monde, et en 10e position en 2023, la France étant en 21. Voilà.
Donc, face à Taïwan, qui est l'une des démocraties les plus intéressantes au monde, qui en plus propose des sujets d'évolution et de modernisation de la démocratie, on a, excusez-moi d'être caricatural, le seul pays au monde qui non seulement a été totalitaire à une époque révolue, mais qui est en train de retotalitarisera son régime. Et ça n'a jamais existé dans l'histoire. Les nazis ont été défaits, aucun régime n'a continué et reconstruit un totalitarisme. Les Russes, pareil, et on ne peut pas qualifier cet odieux régime de Poutine de régime totalitaire, si on distingue bien les mots totalitarisme, autoritarisme, etc. Par contre, la Chine, depuis 10 ans, et peut-être même un peu plus, grâce à des facteurs dont Papy Hitler, Papy Staline et Papy Mao ne disent pas, de reconstruire ce totalitarisme modernisé et sans doute bien plus efficace, ces deux grands facteurs étant, un budget phénoménal du fait de la puissance de l'économie chinoise, et deux, qui n'est pas en guerre en plus, et de deux, les nouvelles technologies, évidemment, qui permettent à ce régime de quadriller la population comme jamais ça n'a été le cas. Or, il s'agit de la première population du monde, n'est-ce pas? Et ce quadrillage social est allé très très loin. Voilà, un mot de conclusion, mais je l'ai déjà dit, la conclusion. L'État souverain, pour moi, c'est clair. Il n'y a aucun doute. C'est notre regard qui change et qui varie là-dessus. Mais j'admets qu'il y a un débat. La nation souveraine, c'était juste un appel au débat. Voilà. Mais un peuple, je pense clairement qu'on a aujourd'hui sous nos yeux, après 30 ans, un peuple taïwanais, quels que soient les critères qu'on prend, je pense que ça coche les cases, et que ce peuple est souverain. Il est souverain parce qu'on lui a imposé ses structures politiques, la République de Chine, mais il vote aux élections, et les taux de participation aux élections sont phénoménaux. Une présidentielle à Taïwan, comme on en aura une le 13 janvier, vous allez voir, ce sera 75% de participation. D'accord? On aimerait avoir ça chez nous. Et puis, non seulement il joue le jeu des élections, et vous allez voir ceux qui considèrent que l'avenir de Taïwan ne doit pas être à l'indépendance permanente, mais à l'unification, et qui sont ceux qui considèrent que la démocratisation, en fait, a permis à l'expression identitaire taïwanaise d'émerger, et que donc la démocratisation leur a retiré leur carte. Ces gens-là, l'unification as soon as possible, c'est 1,6%. Et ils ne descendent pas de très haut, d'accord, 94 jusqu'à aujourd'hui. Après, alors, avant de parler de ces chiffres, voilà, je finis juste sur l'idée du peuple souverain. Il vote, donc il valide ce système politique qui lui a été imposé. Les extrêmes votent aussi, même si le régime leur échappe maintenant, mais ils votent pour essayer d'avoir encore quelques représentants. Mais la taïwanisation du régime est évidente. Et quand on a, en 2014, la prise du Parlement pendant 1 mois par les étudiants, puis la société civile, c'est le seul mouvement Occupy qui ait fonctionné dans l'histoire du mouvement Occupy. Et la réussite de ce mouvement, qui a pris le Parlement donc pacifiquement pendant 3 semaines, eh bien, c'est tout simplement l'arrêt de tous les accords entre Taïwan et la Chine, qui étaient négociés à l'époque par le Kuomintang, non pas pro-chinois, mais très opposé à l'édification d'une nation taïwanaise. Eh bien, ces accords ont été arrêtés immédiatement par une poignée d'étudiants et la société civile, et n'ont jamais repris depuis, même sous la fin de la mandature de Ma Ying-jeou de l'époque. Alors, maintenant, je vous propose de regarder un petit peu. Ça va si je pose le micro? Non, pas trop? Allez, je le garde. Je vais vous montrer, pour conclure, 2 séries statistiques. L'une a commencé en 1992, l'autre a été rajoutée 2 ans après, et sont conduites toutes les années. Petit historique, parce que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent ces statistiques, mais pas forcément leur histoire. En 1992, le président de la République, c'est Lee Teng-hui, taïwanais de souche, président de la République de Chine. Il n'est jamais allé sur le continent. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails pour 1946, à une époque où il y avait des liens et qu'il était probablement un jeune intellectuel communiste.
Et Lee Teng-hui a fait des offres de paix à la Chine qui s'est braquée ou qu'il n'a pas cru et qui a vu là des manœuvres pour l'indépendance, a bloqué tout et perdu certainement la seule chance qu'ils auraient eue de progresser sur un accord au bénéfice des... Et puis en 92, c'est l'année où Lee Teng-hui suspend ces dispositions qui modifiaient la Constitution pendant la dictature. D'accord ? Il se dit, le gouvernement de la République n'est pas capable de savoir que pense la population de ces deux tabous du passé, évidemment. C'est-à-dire que dans le passé, on n'avait pas le droit, sous la dictature, de dire qu'on était indépendantiste. Et puis, on n'avait pas le droit de questionner l'objectif sacré de la reconquête du continent et de l'unification des deux bords sous la bannière du Kuomintang. Et comme ce n'était pas contestable, eh bien, on n'avait aucune idée des points de vue de la population. Donc il va lancer en 92 un premier sondage sur « Vous considérez-vous comme Taïwanais ?» On est très bas, regardez, 30 ans après, de 17,6 à 62,8. « Vous considérez-vous comme Chinois ?» On n'était pas très haut, mais quand même, un quart de la population, 25,5, on est à 2,5. Là, ça veut dire Chinois seulement. Et puis, vous considérez-vous comme à la fois Chinois et Taïwanais. Et là, on a un affaissement qui bénéficie évidemment à ceux qui se considèrent comme Taïwanais exclusivement. Mais bon, globalement, on passe de 46 à 30. Il y a un effritement, on va dire. Bon, là, on a des graphes qui sont extrêmement clairs. On a un effet de ciseau assez vite, 94-95, qui est exactement cette année, ces 2 années dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, ça se confirme pendant toutes les années qui suivent. Maintenant, 2 ans après, le gouvernement se dit on va ouvrir une deuxième boîte de Pandore et faire des sondages sur un autre interdit. C'est est-ce que vous souhaitez que Taïwan s'unifie avec l'autre rive, évidemment sous la bannière du continent, du Kuomintang, ou bien est-ce que vous préférez le statu quo, l'indépendance, avec une variation, le statu quo permanent, le statu quo suivi de l'indépendance, ou le statu quo suivi de l'unification. Une note de bas de page ici, c'est important. Quand on parle de l'indépendance, c'est un vocable politisé du Kuomintang et du Parti communiste chinois, qui est daté des années 50. Quand on parle d'indépendance de Taïwan, ça ne veut pas dire que Taïwan est dépendant de la Chine. Taïwan, c'est la République de Chine, elle est souveraine et indépendante. On emploie aujourd'hui ce mot qui n'a plus aucun sens. Il faudrait dire changement de nom du régime. D'accord ? Mais c'est utile pour la Chine de garder ce mot. Parce qu'à partir du moment où elle dit que Taïwan veut proclamer son indépendance, ça veut dire que dans la Charte des Nations Unies, elle a le droit de s'y opposer, c'est-à-dire pour faire face à un sécessionniste depuis son territoire. C'est absolument pas la situation, mais elle le dit tout le temps. Alors, en fait, pour faire très simple, les variables sur l'unification sont basses et s'effondrent. Les variables sur l'indépendance, tout de suite ou plus tard, augmentent toutes. Pour donner une idée très simple et résumer, j'ai fait le calcul tout à l'heure. Si vous additionnez toutes les réponses possibles qui s'opposent à l'unification, soit tout de suite, soit ultérieurement, et quelle que soit l'option, c'est-à-dire le statu quo pour toujours, l'indépendance tout de suite, l'indépendance et le statu quo suivi de l'indépendance, bref, 3 solutions qui s'opposent à une unification, on est à 75% de l'électorat taïwanais. On ne fait pas cette agrégation de chiffres quand on commente ce graphe, mais moi je le fais toujours, je pense que c'est intéressant. 75% de la population est opposée à l'unification avec la Chine, 62% se considèrent comme taïwanais exclusivement, et si on ajoute ceux qui se considèrent comme taïwanais exclusivement et taïwanais chinois, on est à 93% de la population. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'espère que j'aurai beaucoup de questions. Un grand merci à l'excellentissime professeur Stéphane Corcuff. Merci pour votre communication très claire et passionnante. Et maintenant, nous allons avoir certainement des questions. Si vous avez des questions, je vais vous donner le micro. Merci.
Merci, monsieur, pour votre belle conférence. Je voulais vous demander si vous pouviez nous donner des éléments au plan économique, parce qu'on entend dire en fait que Taïwan serait très dépendante de la Chine, et certains vont jusqu'à dire que la Chine continentale n'a pas besoin d'envahir Taïwan, elle la posséderait déjà économiquement. Ah oui, une bonne question. Alors, comment faire bref bon, Taïwan, c'est la 13e ou 14e puissance commerciale au monde. En termes de PIB par habitant, on est au niveau de la Corée. Et les investissements sur le continent, effectivement, ont été considérables à partir de 88. D'abord débridés et sans contrôle par des intermédiaires comme Hong Kong, et puis à partir des années 94-93, contrôlés avec des seuils qui les autorisaient, et les opposants disant il ne faut pas les autoriser, mais en fait la réalité c'est qu'ils étaient autorisés pour être contrôlés et limités. Et puis avec ces contrôles qui ont toujours été relâchés progressivement, les investissements n'ont jamais cessé d'augmenter, en dépit de toutes sortes de faillites, etc. On a des innombrables histoires comme ça à Taïwan. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 2016 et l'arrivée au pouvoir de Mme Tsai, présidente du Parti démocrate progressiste, une nouvelle inflexion est donnée, avec cette fois un objectif assumé de faire réduire, et pas seulement de contrôler, les investissements taïwanais en Chine pour réduire cette indépendance. Et à partir de 2020, on a effectivement une réduction du nombre et du montant des investissements taïwanais en Chine, avec, dans certains secteurs, des reconversions considérables vers l'Asie du Sud-Est ou vers l'Inde, ce qui d'ailleurs est partagé par d'autres pays, notamment le Japon. Alors, la question que vous posez à la fin, qui ferait dire à certains donc que la Chine n'a pas besoin d'envahir Taïwan, la possédant déjà. Il y a deux choses dans cette phrase. C'est vrai, ce serait très bien si la Chine se dit en fait on n'a pas besoin de l'envahir. Mais je dirais pas parce qu'on la possède déjà, mais parce qu'ils auraient tout d'un coup retrouvé dans la sagesse chinoise antique, dont je veux bien discuter, moi et certains collègues d'ailleurs avec eux, hein, mais bon, on n'a pas cette prétention, qui permettrait aux Chinois de trouver des raisons proprement chinoises de trouver des solutions qui seraient mutuellement bénéfiques pour les deux rives, sans que la Chine populaire y perde la face. Mais il se trouve que cette notion de souveraineté dont j'ai parlé, qui est une invention européenne, voilà, je voulais en parler au début, puis j'ai oublié, a été récupérée par la Chine très tard d'ailleurs, hein, au XIXe siècle et au XXe siècle, la notion de la souveraineté de type westphalienne, mais qu'aujourd'hui elle est arc-boutée dessus. Nous dépassons cette vision surannée et un peu belliqueuse de la souveraineté, c'est-à-dire l'exclusivité du pouvoir sur son territoire, hein, et sa dimension internationale d'être reconnue en capacité d'ouvrir des relations internationales avec d'autres États identiques. On dépasse ça avec la construction européenne et toutes sortes de choses. Mais la Chine, sur la question de ses frontières, non, elle est arc-boutée sur cette vision-là. Donc ce serait super que la Chine se dise ça. Je ne suis pas sûr qu'elle se le dise. Et en fait, elle possède de moins en moins Taïwan. Et je vous ai parlé tout à l'heure du mouvement des tournesols en 2014. C'est intéressant parce que la raison qui a ému profondément d'abord les militants, puis les étudiants, puis la société civile, est que le gouvernement du Kuomintang à l'époque était engagé dans la signature, la négociation à huis clos, sans représentation nationale et sans mandat, d'accords qui auraient ouvert le secteur des services aux investissements chinois. Et jusque-là, c'était extrêmement limité, le secteur des services. Le secteur des services, c'est 3/4 de l'économie taïwanaise. Donc l'ouverture du secteur des services aux investissements chinois, c'était non seulement toute l'économie taïwanaise qui était ouverte, ou presque, mais surtout des secteurs comme l'édition, mais même l'impression. Vous voyez les conséquences. On sait très bien ce qui s'est passé à Hong Kong. Donc la Chine ne peut pas juste compter sur l'économie pour y arriver, même si elle a sans doute pensé pendant longtemps qu'elle pourrait peut-être faire l'économie d'une guerre coûteuse et dangereuse et pas gagner d'avance avec les liens économiques. Aujourd'hui, et je trouve votre question vraiment excellente,
je pense qu'on peut tirer la conclusion que l'économie ne sert pas à rapprocher les deux rives, voire même le contraire, parce que ça induit des phénomènes de concurrence, notamment sur les marchés mondiaux. Et je voulais rajouter un dernier point, si vous me permettez, le lien entre ce que vous dites et les débats électoraux. Je pense que les campagnes, souvent démocratiques, sont malsaines au sens où on invente des différences et qu'on exagère des points de vue que de toute façon on ne pourra pas appliquer. Bon, chez nous c'est pareil, mais c'est le jeu de la démocratie. Et je pense que Taïwan, en dépit des alternances depuis les années 90, en fait se gouverne au centre, même si les partis Kuomintang et DPP regardent dans des horizons radicalement opposés. Mais aujourd'hui, que la guerre devient quelque chose de possible et que la Chine semble en mesure à terme, au moins, sinon d'envahir Taïwan, au moins de ralentir l'arrivée des Américains et de faire beaucoup de destruction, eh bien, la question de l'économie se pose comme étant possiblement, mais du point de vue de Taïwan, la dernière carte à jouer pour éviter la guerre. Et là, on a une polarisation entre les Verts et les Bleus, le Kuomintang et le DPP, autour d'un argument qui, si je le résume à l'extrême, mais faites-moi confiance, je pense qu'on peut le faire, est de cet ordre. Pour les Verts, c'est-à-dire le Parti démocrate progressiste au pouvoir, l'économie, les investissements avec la Chine, certes, sont un facteur de paix si la Chine ne veut pas mettre en danger ses investissements, ses relations économiques, etc. Mais du moment que la Chine comprendra que Taïwan en profite pour repousser ad vitam aeternam l'objectif de la Chine de récupérer l'île, alors les Taïwanais savent que la Chine attaquera quand même. Donc eux, leur position, l'économie, en fait, ça ne nous protège pas. Et ça nous rend même dépendants de la Chine. Et en vis-à-vis, c'est un argument que je pense est assez admissible en tant que géopolitiste. Et en vis-à-vis, les Bleus sont à court d'arguments pour expliquer la réalité toute simple, c'est que la Chine veut la disparition de leur régime. Donc de toute façon, ils trouveront un moyen, et la seule chose qui les en empêche, c'est la dissuasion, et notamment la dissuasion américaine. Mais ils ne lâcheront jamais. Eh bien, face à la difficulté pour le Kuomintang, qui est pris en tenaille à Taïwan, de caractériser la Chine comme un État pacifiste, ami, etc., et donc de vendre sur le marché électoral leur objectif d'unification à terme, face à cette difficulté-là, eh bien, ils n'ont plus recours qu'à l'idée de l'économie en disant « le monde se prépare à la guerre, les Américains cherchent la guerre », c'est faux. L'intérêt des Américains dans le détroit de Taïwan, c'est surtout pas la guerre. Bon. Les Chinois répondent et, d'une manière belliqueuse, se préparent à nous attaquer, et le DPP met de l'huile sur le feu. Donc, les Chinois, les Américains et le DPP vont nous conduire à la guerre. La seule chose à faire, c'est l'économie, l'économie, l'économie. Mais vous comprenez bien qu'ils oublient juste un élément qui n'est pas dans leur logiciel idéologique, qui est que le Parti communiste, leur ex-ennemi, puisque le Kuomintang a perdu face aux communistes en Chine, eh bien, n'a pas changé. Sa tactique, c'est toujours celle du Front uni, et qu'ils ne lâcheront pas Taïwan, même s'ils n'ont pas compris qu'ils l'ont déjà perdu depuis longtemps. Enfin, ils n'ont jamais contrôlé Taïwan. Donc le Kuomintang, là, a une position sur l'économie qui n'est pas valide géopolitiquement. Voilà. Je vous remercie pour votre question. Merci. Pardon de rebondir un peu, de revenir sur ce que vous venez de dire là tout récemment. Merci pour votre présentation. Mais quel est votre pronostic sur les élections du mois de janvier 2024 et comment ça peut faire évoluer le problème de l'indépendance de Taïwan sur le plan régional, géopolitique? De la souveraineté de Taïwan, donc c'est ça. Puisque Taïwan est indépendante en tant que République de Chine. Alors, on a des nouvelles ce matin. Vous avez peut-être lu la presse, le camp, les trois oppositions, les oppositions au parti au pouvoir, qui sont essentiellement des oppositions du Kuomintang et de ses anciens... pas seulement du Kuomintang, mais bon, il y a les oppositions au parti au pouvoir divisent finalement les oppositions. C'est un peu ce que je dis. Bref, l'opposition est divisée. Voilà, pour faire plus simple.
Et c'est un vieux serpent de mer dans ces cas-là. C'était déjà le cas en 2003-2004 quand Chen Shui-bian du DPP était au pouvoir. La seule solution qui leur paraît possible, c'est de s'unir. Sauf qu'on est dans un système présidentiel américain avec un ticket, président, vice-président. Que là, on avait 3 candidats contre Lai Ching-te, le vice-président actuel, et sa vice-présidente putative qui pourrait être l'ambassadrice de Taïwan à Washington. Bon, je passe les détails. Et ces 3 candidats d'opposition sont le candidat officiel du Kuomintang, personne sans doute très intéressante, mais qui n'est pas du tout apte qui n'est pas une personnalité médiatique, qui n'a pas de charisme médiatique, et dont la ligne de conduite est clairement en dire le moins possible pour éviter les erreurs. Voilà, chef de la police du comté de Taipei, voilà, quelqu'un de très rigoureux, qui a fait du bon travail, mais alors vraiment, pour savoir ses positions là-dessus, c'est même pas la peine. À côté de lui, celui qui est l'ancien maire de Taipei, Ko Wen-je, et qui quelqu'un qui semble, de l'avis de tous, avoir des vrais soucis de cohérence intellectuelle et psychologique. Il semble qu'il ait un syndrome d'Asperger, ce qui en soi n'est pas un souci, sauf que quand on est homme politique, c'est un petit peu ennuyeux, et qu'il est d'une violence incroyable face à tous ses ennemis, avec des arguments qui sont parfois complètement incohérents. Et que celui qui déteste le plus se trouve être le candidat du Kuomintang. Alors vous imaginez comment on pouvait envisager une candidate. Le troisième étant Guo Taiming, Terry Gou, donc le patron de l'entreprise Honhai International, qui commercialise la marque Foxconn. Bon, et Guo Taiming, qui a un slogan présidentiel très intéressant en ce moment. Alors, c'est très compliqué, parce que si le Kuomintang et l'ancien maire de Taipei s'unissent, ça rallie beaucoup de candidats. Mais ça ne résout pas le problème, complètement, parce qu'il y a quand même contre le DPP, Guo Taiming, que la Chine aimerait bien voir se retirer de la candidature pour que toutes les oppositions s'unissent. Échec complet. Guo Taiming a déposé sa candidature officiellement la semaine dernière. Et donc il y a 3 jours, le Kuomintang et le Taiwan People's Party, donc de Ko Wen-je, ont annoncé qu'ils allaient donc introduire un mécanisme de désignation de qui des 2 partis aurait la présidence et l'autre la vice-présidence. Bref, pour essayer de s'unir. Voilà, on vient d'en parler tous les 2. Et puis les résultats sont tombés ce matin, comme je l'avais pronostiqué. Ils ne sont pas d'accord et donc ça tombe à l'eau. Voilà. RFI m'a posé la question mercredi, j'étais en cours, voilà, c'est vrai, j'étais pas sûr, hein, mais à mon avis ça ne peut pas marcher, ils se détestent, il y a déjà eu la même chose. Bon bref, alors ils ont arrêté tout de suite. Alors du coup ça veut dire que depuis ce matin, on sait qu'on revient sur une situation où Lai Ching-te a des chances d'être élu. Voilà. Alors après, quelles conséquences sur le détroit de Taïwan ? Lai Ching-te, c'est pas une personnalité qui est très versée dans les relations internationales, à ce que je sais. Après, il se révélera peut-être. C'est un super gestionnaire. Ça a été l'un des meilleurs élus de Taïwan, au point qu'en chinois, on l'appelle, je ne sais pas, il y a des Taïwanais parmi vous, Lai Shen, le dieu Lai. Voilà. Bon, c'était l'ancien maire de Tainan. Et donc, il est devenu vice-président. Je ne trouve pas qu'il ait un charisme fou, mais enfin, Tsai Ing-wen, elle est quand même extrêmement peu charismatique non plus. Son charisme, pour moi, c'est son intelligence superbe. Lui, c'est quelqu'un de populaire. Il sait parler au peuple. Il a vraiment des chances d'être élu. On verra ce qui va se passer dans le détroit de Taïwan. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est tout sauf provocateur, comme Tsai Ing-wen d'ailleurs, qui s'est bien gardé de la moindre déclaration un peu va-t-en-guerre, au contraire. Et au contraire de ce qu'il dit la Chine. Et du coup, là, il sera sans doute sur la même ligne. Il a été son vice-président, c'est le même parti. On ne peut surtout pas prendre le moindre risque aujourd'hui avec les batteries de missiles et les préparations militaires. Donc, a priori, jusqu'à dans les 5 ans qui viennent, pour le prochain mandat de 4 ans, ça devrait rester calme avec régulièrement des exercices militaires chinois. Dès qu'un personnage américain de très haut niveau va à Taïwan ou qu'un personnage politique taïwanais fait une escale aux États-Unis. Voilà.
bonjour, s'il vous plaît. Quelle est la part des ethnies indigènes en termes de démographie et en termes d'influence sur l'opinion générale des Taïwanais? Alors, c'est à peu près 2% de la population taïwanaise, plusieurs centaines de milliers d'habitants. Il m'arrive de dire, mais c'est un peu provoque, qu'ils sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui qu'au XVIIe siècle, quand les Chinois sont arrivés. C'est vrai que ça reconfigure un peu les choses, mais néanmoins, ils sont depuis toujours dans une situation doublement déclassée. La première, c'est que les Chinois Han, arrivés du continent à partir du XVIIe siècle et ceux de manière continue jusqu'au XXe siècle, leur ont grignoté leurs terres. La plupart du temps par des moyens légaux, des achats de terres par contrat, mais avec des termes inégaux, évidemment. Et doublement déclassés parce qu'en fait, ils ont vu cette vague de colonisation arriver, des gens du continent qui ne sont pas la même ethnie, la même culture, qui sont vus comme des envahisseurs. Et puis ça a continué jusqu'à l'arrivée de Chiang Kai-shek, donc en 1949. Et là, il s'est passé quelque chose de tout à fait extraordinaire. Les aborigènes de Taïwan, les Austronésiens, ont vu cette arrivée de Chinois du continent. Et je pense que vous aurez, Père, peut-être des opinions plus nuancées. Mais un certain nombre ont vu ces continentaux comme des libérateurs, parce qu'en fait, ils arrivaient comme policiers, agents de l'ordre, pour mettre un peu fin à ces débordements des Taïwanais de souche, des Chinois anciens mais devenus Taïwanais, contre lesquels les aborigènes ont gardé une haine ancestrale. Et il a fallu attendre les années 90 et 2000 pour qu'un changement, mais 2000, même le milieu des années 2000, pour qu'un changement de mentalité s'opère. Pendant les 2 décennies de la démocratisation, les aborigènes de Taïwan votaient majoritairement pour le Kuomintang, qui avait une vision réunificatrice de l'avenir. Pourquoi ? Eh bien, ça s'explique très simplement, parce que pendant 50 ans, le Kuomintang a eu une politique patronaliste et qui, en fait, mettait des freins à ces achats de terre et à cette marginalisation des Taïwanais par les Minnan, les ennemis de toujours. Sauf qu'ils se sont bien rendus compte au bout d'un moment, les aborigènes, que la politique développementaliste du Kuomintang n'était pas propice à la sauvegarde de leur langue. Merci les MEP et les dictionnaires que vous avez faits. Et que c'est le DPP qui n'avait jamais la faveur électorale des aborigènes, qui en fait était véritablement engagé dans la défense de ce qui peut être encore défendu, des langues et des cultures aborigènes. Merci pour votre Voilà question. peut-être une dernière question. Oui, j'aimerais juste prolonger sur les aborigènes. Dans quelle mesure l'identité taïwanaise regroupe un petit peu une vision. Vous avez parlé en particulier des langues. Donc d'un côté les langues chinoises, de l'autre côté les langues austronésiennes. 2 familles de langues complètement différentes. Est-ce que le fait d'avoir ces 2 familles de langues présentes fait partie aujourd'hui de l'identité future de Taïwan? Alors juste une toute petite autre question, c'est une question de géographie. Il y a plein de petites îles comme Kinmen, Matsui et compagnie, certaines étant très très proches du continent chinois. Est-ce que c'est donc les Chinois pourraient envahir ces îles en 24 heures? Enfin, et quel est l'impact géographique de ces petites îles? 2 excellentes questions auxquelles j'ai beaucoup réfléchi. Alors pour la première, une réponse simple. Pendant toute la dictature, grand chiniste, nationaliste chinoise moderne, tout ça, les aborigènes ont été considérés comme ce que la Chine populaire appelle des minorités ethniques. D'accord ? On avait globalement repris leur dénomination des classements des Japonais à l'époque coloniale et on n'a pas vraiment fait beaucoup d'efforts de préservation. Il y en a eu quand même. Bon, il faut être juste, mais très peu. Et ces langues se sont éteintes les unes après les autres. Il en meurt encore régulièrement toutes les quelques années. Il y en a, vous connaissez très bien la situation vous-même. Voilà, je ne vais pas dire ce que vous savez. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, et je fais ma réponse évidemment aux autres participants, puisque vous connaissez ça très bien, un vrai changement me semble être arrivé avec le Parti démocrate progressiste. Dans un premier temps, ils ont trouvé commode de mobiliser la dimension austronésienne pour montrer leurs différences matricielles par rapport à la culture chinoise, en disant « nous sommes métis ». Et c'est vrai. Mais ce n'était pas seulement stratégique. Et ils étaient véritablement
sur une optique intellectuelle et morale différente qui est de dire ces peuples-là sont opprimés, ont été déclassés, sont souvent sans emploi, très souvent prompts à l'alcoolisme, on leur a piqué leurs terres, il y a quelque chose à redresser. Et le grand changement est arrivé le 20 mai 2016 avec le discours d'investiture de Madame Tsai, qui a été un discours extraordinaire. Et qui a, malheureusement, contrairement à ce que disent beaucoup de militants aborigènes demandeurs, évidemment, qui a été suivi des faits. Voilà, tout ne peut pas être fait d'un coup. Première question. Deuxième question, alors, en fait, depuis quelques années, nous, les spécialistes de Taïwan dans l'université française, on a pris coutume de parler de l'archipel taïwanais. Alors, vous citez Kinmen et Matsu, qui sont véritablement enchâssés dans la côte chinoise, et qui pourraient être évidemment pris par la Chine très rapidement, mais sans grand intérêt. Ce serait une alerte. Bon, voilà. Comme le disait Mao Zedong, mais ne prenons pas Kinmen. C'est la main de Chiang Kai-shek dans nos bras. Par contre, la question qui se pose, c'est sur d'autres îles de cet archipel, et notamment cette île des Penghu, voilà, qui est intégrée en Chine, et pas en Chine en fait, dans l'empire mongol, pour la première fois dans le périmètre chinois. Et ils ne sont pas allés à Taïwan. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Et cet archipel de Penghu est extrêmement intéressant. Qui commande Penghu commande le détroit de Taïwan. Et ça fait 4 siècles qu'on le sait. C'est par là, d'ailleurs, en 1624, que la Vereinigte Ostindische Compagnie hollandaise s'est implantée à Taïwan pour sa première expérience coloniale de l'île. Voilà. Donc, si les Chinois prenaient Penghu, alors ce serait un coup de semonce, mais ça déclencherait probablement une guerre que la Chine ne voudrait pas déclencher, sinon elle ne prendrait pas que Penghu. Donc j'y crois pas non plus. Ce serait vraiment stupide. Un îlot de mer de Chine du Sud comme l'île de Taiping, c'est pas impossible. Mille merci à vous, professeur Korkuf. Tiao Shou xie xie. On vous applaudit bien fort. Merci infiniment de votre présence, surtout un jour aussi humide. Et merci beaucoup de votre attention. C'était long, je suis désolé. Et merci beaucoup. Alors, merci de vos questions. J'ai quelques annonces. J'ai des livres. Voilà. En 2023-2024, une dizaine de conférences sont programmées aux missions étrangères. Vous avez le programme complet à l'accueil des MEP. Vous pouvez vous inscrire à notre newsletter pour être informé des conférences à venir, mais aussi de tous les autres événements scientifiques et culturels. Nous organisons à nouveau cette année un cycle de concerts solistes en mission qui vous propose une rencontre musicale avec un soliste le temps d'un déjeuner. Le jeudi 7 décembre à 12h30, nous accueillerons la clarinettiste Yujing Jung dans la salle des Martyrs. Enfin, pour soutenir les missions étrangères et sa programmation, une urne est à votre disposition à l'entrée de la salle. Une annonce toute particulière aussi. J'organise avec Alizée Ledruyennet, qui est doctorante à Paris-Sorbonne Panthéon en histoire de l'art, et le docteur Elisabeth Bruyère de l'Academia Belgica à Rome. Nous organisons un grand colloque international sur la diplomatie du Saint-Siège. Alors ça aura lieu ici même au MEP pendant toute une journée, le 9 décembre prochain. Il y aura 4 panels, la secrétaire d'État et le dicaster de l'évangélisation qu'on appelait auparavant De Propaganda Fide, avec la présence du docteur Johann X, qui est l'archiviste de la secrétaire d'État du Vatican, qui travaille main dans la main avec le Saint-Père. Il y aura aussi le directeur des archives historiques des Propaganda Fide, dont Flavio Bellomini, le professeur Claude Prudhomme de Lyon 2, qui est bien connu pour sa thèse de doctorat « La stratégie missionnaire du Saint-Siège sous Léon XIII ». Ensuite, nous aurons le panel Saint-Siège et Occident. Il y aura l'archiviste des archives apostoliques du Vatican, qu'on appelait les archives secrètes du Vatican, le docteur Gianfranco Armando, qui nous parlera du rétablissement des relations diplomatiques France-Saint-Siège en 1921, en relation avec la canonisation de Sainte Jeanne d'Arc en 1920.
le père Roberto Regoli, qui est le directeur de la chaire de la grégorienne, qui nous parlera du Saint-Siège et des États-Unis sous le pontificat de Pie XII. L'après-midi, nous aurons le Saint-Siège et les missions, avec des études à partir des archives de Pie XII au Congo belge, à Léopoldville. Moi-même, je vous parlerai des relations Saint-Siège, Chine, République de Chine, l'élaboration d'une sinopolitique, c'est le concept que je propose pour ma thèse, de 1919 à 1946. Pour vous parler un petit peu de mes champs de recherche, je m'intéresse bien sûr à la République de Chine sur le continent, de 1912 à 1946, l'établissement de la hiérarchie catholique chinoise, mais je m'intéresse aussi des relations triangulaires France, fille aînée de l'Église catholique, Saint-Siège et République de Chine, de la France, en fait, de la monarchie de Juillet, du Second Empire, de la Troisième République jusqu'à la France pendant la Deuxième Guerre mondiale, la France libre, Alger et Londres, la France de Vichy et le gouvernement provisoire de la République française et ses relations avec la Chine et le Saint-Siège. Voilà. Ensuite, l'après-midi, on aura un panel, le Saint-Siège et la diplomatie de l'art. Soyez tous les bienvenus pour cette journée de colloque qui aura lieu le 9 décembre de 9h jusqu'à 18h. Donc c'est une journée assez dense, mais on aura un panel, un grand panorama de l'étendue de cette diplomatie si particulière qu'est la diplomatie pontificale ou diplomatie apostolique. Merci. Je crois que le professeur Korkuf voulait nous présenter quelques livres. Oh, je ne vais pas les présenter, je voulais juste vous dire que pour celles et ceux qui voudraient quelques références sur Taïwan en français, j'en ai pris quelques-unes. Je demande pardon à mes collègues dont j'aurais oublié l'ouvrage. J'ai moi-même oublié mon dernier ouvrage, vous voyez. Avec le dernier ouvrage en date d'Arnaud Vollerin de Libération, le numéro Historia 911 que j'ai dirigé sur Taïwan Histoire avec beaucoup d'éléments. Un magnifique ouvrage de Chantal John, retraitée de l'Université d'Aix-Marseille, Taïwan, les enjeux du patrimoine et de la mémoire, extraordinaire. Un livre déjà un petit peu d'il y a quelques années, mais toujours très intéressant, Taïwan, île de mémoire. Une traduction en français d'une histoire très rapide de Taïwan, mais toujours voilà, trop courte, on aimerait avoir plus. Un ouvrage très pratique de Barthélemy Courmont qui passe plein de choses en revue. J'aurais pu parler de mon petit ouvrage en français très court, Une tablette aux ancêtres à l'Asiathèque, une petite introduction au terrain taïwanais. Et puis, en fait, le dernier né, publié chez Kana à Bruxelles, le volume 3 de l'Office de Taïwan. Maintenant, je l'utilise dans mes cours de politique du monde sinophone à Sciences Po Lyon. Donc c'est vraiment une bonne BD. Le volume 4 paraîtra en janvier. C'est une fresque historique magnifique sur Taïwan de 1930 à aujourd'hui. Voilà. Merci encore pour votre invitation. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, à très bientôt et au 9 décembre. N'hésitez pas à prendre le programme pour le 9 décembre prochain.